Pascal Ledigol pour WatchGuard et moi-même, donc Christophe Bedelia pour ArtServe. J'espère Bonjour à que vous tous. entendez bien, Pascal. J'espère que tu peux me répondre. Oui, bonjour à tous. Déjà. Ouais, bonjour. Excuse-moi. Pas de souci. Donc, super. Si tout le monde m'entend bien, j'espère que vous pouvez voir l'écran que Pascal partage en ce moment. Normalement, moi je le vois, donc je suppose que la plupart d'entre vous le Oui, verront. c'est bon. J'espère tous. Pour utiliser un peu GoToMeeting aussi, tu me dis si tu veux rajouter des choses, Pascal, mais vous pouvez poser Oui, des questions j'en via rajoute. le chat, voilà, ou via l'onglet questions, hein, n'hésitez pas. Bon, on va faire la présentation en deux parties. La première partie, ça va être Pascal qui va présenter ce qu'est un CryptoLocker et comment on peut y répondre, comment on peut répondre à cette menace via les outils WatchGuard. Et puis malheureusement, si pour X raisons ça n'a pas suffi, je pense que Pascal va en parler de toute façon, après c'est comment on fait pour récupérer les données quand on a subi l'attaque. Et ça sera ma partie, donc la partie d'Arcserve. Pascal, tu veux rajouter des choses? Non, enfin si, oui, je suis très content de faire ce webinaire parce que justement, c'est des choses qu'on explique nous depuis plusieurs années maintenant sur les CryptoLockers. C'est très important de comprendre comment ça fonctionne, ce que c'est qu'un CryptoLocker, parce que malheureusement, beaucoup de gens le comprennent mal et du coup ne mettent pas en place ce qu'il faut. Et je suis d'autant plus content de faire cette présentation ARCERF que effectivement, à chaque fois, je finis mes présentations en disant mais pensez au backup, et que moi, je ne peux pas le présenter. Donc c'est assez pratique. Pour une fois, on va avoir un discours qui est plus complet et complémentaire. Donc c'est parfait. Je te rejoins sur le fait que moi aussi je suis très content de faire ça avec toi, parce que, enfin avec la WatchGuard, et avec toi entre autres, hein, bien sûr, mais c'est parce qu'effectivement nous au niveau de sauvegarde on fait face à des menaces et on ne sait pas forcément ce que c'est, on a juste besoin de récupérer un sinistre. Alors des fois c'est des sinistres qui sont dus à l'infrastructure, mais là c'est plutôt un sinistre type, pas virus, mais un type attaque malveillante. Donc voilà, du coup c'est bien de découvrir comment effectivement ça fonctionne et pour pouvoir mieux se protéger derrière. Voilà. Écoute, je te laisse commencer. Je pense que c'est Ouais. beaucoup de personnes attendent ça. Et pour l'avoir vu déjà et en avoir discuté ensemble, je sais que c'est très très intéressant. Donc, Ok. voilà. À toi. Ça marche. Alors, je vais essayer de faire synthétique parce que c'est vrai qu'on peut en présentation en étant très long, c'est un sujet qui est très dense et qui peut être très complet, surtout notamment si vous avez beaucoup de questions. Donc là, le but du jeu, c'est quand même que je fasse ma partie, mais ça fait aussi du temps pour expliquer la sienne. Donc, je vais essayer de tenir en 3/4 d'heure sur la présentation. Comme vous allez voir, il y a beaucoup de choses à dire, et puis parfois je suis un peu bavard. Donc n'hésitez pas à poser des questions sur les choses qui vous intéressent le plus. On va regarder les choses effectivement en deux parties. La première partie, c'est bien comprendre à quoi correspondent ces menaces. C'est quoi un CryptoLocker, comment ça marche, comment ça se propage, parce qu'on ne peut bien se protéger que si on comprend bien l'attaque. Donc je passerai une grosse partie de mon temps quand même à expliquer ce que c'est. Et ensuite, une deuxième partie à expliquer effectivement le type de protection qu'on peut mettre en place au niveau WatchGuard, sachant que bien entendu, hein, une protection se fait au niveau de son système d'information au complet, donc la couche backup est extrêmement importante, et il y a également d'autres couches que je ne traiterai pas nécessairement dans ma partie, mais bien entendu l'antivirus sur le poste de travail et d'autres types de protection qui viennent en complémentaire de WatchGuard. Je vous expliquerai justement la vision multitouche d'une protection réseau. C'est quelque chose de critique quand on veut se protéger contre ce type de menace des CryptoLockers. Et ça, pour bien le comprendre, il faut déjà bien comprendre ce que c'est qu'un CryptoLocker et comment ça s'agit. Alors, avant que je commence, j'aimerais juste, s'il y a quelques personnes qui peuvent faire un petit message sur le système de questions, juste un petit coucou, ça suffit, c'est juste pour voir si le système de questions fonctionne bien. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un webinaire en monologue. Ok, parfait. Le système de questions fonctionne bien, merci beaucoup. Comme ça, vous pouvez poser vos questions si vous avez des doutes, des choses que vous voulez savoir. Le premier constat sur lequel on va partir pour faire cette présentation, c'est malheureusement le constat que quand vous prenez un CryptoLocker, quand vous prenez ce type de menace sur un poste, qui peut être un poste de travail du réseau
ou pire, un serveur. Le constat que j'entends de la plupart des clients, c'est qu'ils ne comprennent pas parce que sur ce poste-là, il y avait souvent un antivirus qui était à jour, aussi bien au niveau moteur qu'au niveau base de signature, qui avait un certain niveau de protection également au niveau firewalling et protection réseau, et que malgré tout, cette menace est rentrée, est passée. Donc ça, c'est vraiment le constat que la majeure partie des gens font. Et justement, je veux partir de là pour expliquer pourquoi c'est, entre guillemets, normal. C'est pas normal qu'un antivirus n'arrive pas à le choper, on est d'accord, mais il y a des raisons pour ça. Et justement, il faut bien comprendre ces raisons pour bien comprendre ce qu'il faut vraiment mettre en place pour se protéger au maximum. Et là, je commence tout de suite sur le principe, qui est un principe fondamental de sécurité et qui est important de rappeler. Il s'agit bien de se protéger au maximum. Il n'y a pas de sécurité 100% en sécurité. Donc, on monte ce qu'on appelle le taux de protection le plus possible en fonction des contraintes de l'entreprise. Il ne faut pas que le taux de protection empêche l'entreprise de fonctionner. Et le but du jeu, c'est d'aller au maximum de ce taux de protection tout en gardant la productivité qui va bien. Donc un cryptolocker, alors il y a plein de noms associés à ce type de menace. Un cryptolocker, c'est une menace de type ransomware. Donc c'est un malware qui va demander une rançon. Alors en français c'est très très laid, c'est un rançongiciel, le mot officiel français. Et donc le but du jeu, c'est que le hacker tout simplement veut récupérer de l'argent, veut se faire de l'argent sur votre dos. On va le voir en chiffrant des données et en demandant une rançon pour que vous puissiez récupérer ces données. Donc les rançons, j'ai regardé un petit peu les statistiques de cette année sur la moyenne des rançons. Les rançons sont en moyenne autour de 600 €, pour vous donner une petite idée. Ce qui est à la fois cher et à la fois pas cher. J'ai même entendu des entreprises sur des journées clients qui me disaient on n'a rien mis en place, mais on a eu un cryptolocker, mais bon, on a payé 800 €, c'était pas trop cher, donc ça va. Donc ça me fait toujours un petit peu hérisser les poils des bras quand je vois ça, parce que justement pour ce type de montant, on peut se protéger et puis éviter que le cryptolocker revienne. Le but du jeu des cryptolockers de cette année, en tout cas, parce que les cryptolockers sont en constante évolution, c'est de chiffrer les fichiers locaux avec des clés qui sont maintenant très costauds, voire de chiffrer les fichiers réseau. Si le cryptolocker peut rebondir, aller sur un serveur, et si ça peut être encore plus un serveur de données, c'est encore mieux, puisque du coup ça fait monter bien entendu le niveau de la rançon. Plus il y a de données chiffrées, plus il y a de données qui seront bloquées par le hacker, et plus il pourra en la monétiser et en obtenir une rançon intéressante. L'autre problématique qu'on a avec ces cryptolockers, c'est que si on regarde bien, les cryptolockers, c'est pas nouveau. D'ailleurs, le nom cryptolocker, c'est le nom du premier cryptolocker qui a eu lieu. Je crois que c'était il y a 6 ans, si je dis pas de bêtises. Donc ça commence à dater. Les cryptolockers c'est pas une menace de 2016. C'est une menace qu'on a énormément vue en 2016, très clairement. Elle a explosé cette année, particulièrement du fait d'un cryptolocker spécifique qui est Loki, qui est celui sur lequel je parlerai d'ailleurs dans cette présentation. Mais du coup, c'est des choses qui ont très clairement évolué dans le temps. Et ça, c'est quelque chose de typique en sécurité. De toute manière, la sécurité, c'est le jeu du chat et de la souris. C'est-à-dire que les éditeurs de sécurité et de sauvegarde tentent de contrer les hackers tentent de trouver de nouvelles technologies pour ne pas être contrés, et ainsi de suite. Donc c'est toujours cette course entre les hackers et les éditeurs de sécurité. Ce qui fait que les cryptolockers ont énormément évolué en termes de technologie, ce qui expliquera d'ailleurs en partie, et on le verra par la suite, pourquoi c'est compliqué de les bloquer en permanence et pourquoi les antivirus ont du mal à les bloquer. L'autre problématique, c'est que là où il fallait une journée pour chiffrer un poste il y a quelques années, aujourd'hui il faut en 30 minutes, en moins de 30 minutes, c'est fait. Ce qui laisse encore beaucoup moins de temps aux administrateurs pour réagir face à cette menace-là. C'est pour ça qu'on a vu, WatchGuard, on le voit pour les clients qui ne sont pas bien protégés, qui n'ont pas mis correctement en place les politiques de sécurité, forcément font beaucoup recours derrière au backup
parce que de toute manière, ils n'ont pas le temps de réagir quand une attaque est en train de se dérouler. Alors, ce qui va être... Christophe, tu es là? Oui, je suis là. Ouais. Est-ce que tu peux me dire si le son est bon de ton côté? Est-ce que tu m'entends bien? Oui, je suis en train de répondre à monsieur Romana, ouais, d'accord. Je suis en train de lui répondre, et je pense que c'est... Enfin, je lui réponds, voilà. Pour moi, c'est bon. d'accord. Je ne sais pas si d'autres personnes ont des problèmes de son. Si vous avez d'autres problèmes de son, n'hésitez pas à le dire, je regarderai ça de mon côté. Ok, merci. Donc, ce qui est important à comprendre ensuite, c'est comment le CryptoLocker se propage. Ça, c'est vraiment le fondamental. Parce que si on ne comprend pas comment le CryptoLocker se propage, comment le CryptoLocker va arriver sur un poste, on ne peut pas comprendre comment se protéger correctement. Et malheureusement, beaucoup de gens le comprennent tout simplement mal. C'est pas qu'ils le comprennent pas, c'est qu'ils le comprennent mal. J'entends très souvent dire, j'ai récupéré un CryptoLocker par mail. Fondamentalement, c'est rarement le cas. C'est arrivé, il y en a quelques-uns qui se propagent comme ça, par mail, mais par mail, c'est pas le CryptoLocker que vous récupérez. C'est, dans la majeure partie des cas, le downloader du CryptoLocker. Et c'est ça qui pose d'ailleurs le souci, vous allez comprendre pourquoi, je vais vous montrer un petit exemple après. Par mail, ce qui va arriver, ça va être, vous l'avez tous vu, hein, des emails types, et puis j'en ai quelques-uns après que je vais vous montrer, des emails types où il y a un document Word en attachement avec une macro, ou un zip avec dedans des choses, et notamment des JavaScript, un lien dans un PDF, ou tout simplement le lien dans le mail en direct. Et donc vous voyez tout type de contenu de mail qui peut faire que ça va ensuite aller downloader le CryptoLocker lui-même. Mais vous voyez bien que c'est pas le CryptoLocker qui arrive par mail, c'est un downloader qui ensuite va aller chercher le CryptoLocker, il va aller le chercher de différentes façons, on verra également. Et ça, c'est important à le comprendre, parce que ça explique pourquoi, notamment, l'antivirus, il ne va pas forcément capter le document Word avec la macro, l'anti-spam ne va pas forcément capter le mail avec le lien, et que donc certains éléments de sécurité auront un taux de détection un petit peu plus faible. Pourquoi? Parce que tout simplement, ces downloaders, c'est des choses très simples à faire, qui peuvent même carrément être faits en dynamique à la volée et jamais vues nulle part dans le monde. Donc c'est des fichiers ce qu'on appelle zero day, des choses qu'on n'a jamais vues nulle part, et donc qui sont beaucoup plus compliqués à bloquer que le CryptoLocker lui-même, qui, si on l'a vu une fois quelque part et qu'on l'a détecté, ça va être beaucoup plus simple à bloquer ensuite chez les autres clients. Vous voyez le pourquoi en fait ce vecteur se passe comme ça, ce vecteur d'infection. Parce que tout simplement ça augmente le taux de propagation de ces cryptolockers. Donc les hackers sont malins. Initialement ils les envoyaient directement, ils se sont aperçus que ils se faisaient bloquer beaucoup plus vite et que du coup ils ont trouvé d'autres types de façons de se propager. Et ça, c'est comme ça aujourd'hui par ces vecteurs-là, et quand on va commencer à bien les bloquer, toujours ce fameux jeu du chat et de la souris, croyez-moi bien qu'ils trouveront d'autres idées. Hein. Ils sont intarissables en termes d'idées pour faire passer les malwares. Donc voilà. L'email est un des vecteurs, c'est pas le seul, il y en a d'autres. Il y a par exemple ce qu'on appelle du drive-by download. Le drive-by download, c'est quoi? C'est vous allez sur une page infectée, un site web, et le site web va vous pousser le malware en question. Il y a de nouvelles techniques aussi qui arrivent, tout ce qui est stégonographie, où vous avez des malwares qui sont cachés dans les images. Alors on en avait vu en 2014, il y a une première attaque qui avait eu lieu, il n'y en a plus trop eu depuis, et là ça reprend. Donc vous voyez qu'il y a toujours une course à trouver la bonne idée pour pouvoir propager la menace. Et donc les éditeurs, pour faire face à ça, qui doivent contrer ça, doivent eux aussi sortir de nouvelles technologies et puis augmenter constamment la richesse technologique pour pouvoir bloquer tout ça, ce qu'on regardera par la suite. Donc je vous ai dit qu'on prendrait un exemple, donc on va en prendre un. On va partir sur Loki, tout simplement, qui est le CryptoLocker qui a fait très très mal cette année. Loki est sorti en février 2016, hein, donc début d'année, et il est particulièrement intéressant puisqu'il sévit toujours. Il y a toujours des variantes de Loki, et Loki fait toujours très mal. On est en décembre. De février à décembre, il y a eu extrêmement de variantes. Il y en a qui sont bloquées, bien entendu, il y en a plein qui sont détectés. Mais vous voyez que c'est typiquement un CryptoLocker qui est très très résistant. Et d'ailleurs, les hackers se sont toujours fait avoir. Donc
je ne sais pas combien ils ont gagné. Bon, il y a des petites estimations, hein. On estime que les ransomware, en 2016 gagnent à peu près 200 millions d'euros par trimestre. Hein. Donc on est sur des montants colossaux. Donc là, cet exemple d'email qui a propagé, donc qui est le point d'entrée pour un Loki, bah, c'est quoi? C'est un email qui vous dit, bah, vous avez une facture. Alors l'email est en anglais, vous allez me dire, bah, moi je suis pas anglais. Certes, il y a des entreprises en France, des PME, des comptes en France, qui bien entendu écrivent ont des clients à l'international et qui parlent anglais. Et puis vous en faites pas, je vous montrerai juste après des versions en français, hein, parce que de toute manière, vu l'argent qu'ils font avec Loki, vous en faites pas, ils savent traduire des emails en français et cibler la France en particulier. Donc qu'est-ce qui se passe quand on reçoit ce genre d'email? Bah, forcément, si c'est envoyé une centaine d'utilisateurs sur le réseau, il y en a bien un qui va cliquer, même si on peut dire que c'est idiot, mais comme j'ai coutume de dire, aller empêcher un comptable d'ouvrir une facture, c'est jamais facile. Surtout quand, on le verra, les attaques sont accompagnées d'attaques préalables, et notamment il y a une chose que les hackers adorent, c'est récupérer d'abord les carnets de contacts des cibles qu'ils vont viser, et utiliser les contacts de ces carnets justement pour envoyer ces emails. Et bizarrement, le taux de clic augmente considérablement, puisque la personne voit que ça arrive d'un contact qu'elle connaît, et donc elle est curieuse d'ouvrir. Vous voyez le genre de ce qu'on appelle le social engineering, hein, de techniques comportementales pour forcer les utilisateurs à ouvrir. Si on l'ouvre, on va tomber sur un fichier, alors soit qui est protégé effectivement parce qu'on n'a pas activé l'édition, et donc la macro ne se lance pas tout de suite, soit si les macros sont déjà activés, bah, la macro va se lancer. Même si la macro ne se lance pas, il y a bien des gens qui vont cliquer sur activer l'édition pour lancer la macro, et dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? On a regardé la macro, vous voyez que c'est tout simplement un téléchargement d'un exécutable. Et cet exécutable, c'est le CryptoLocker lui-même. Donc vous voyez comment ils font passer la chose avec des fichiers qui sont dynamiques, qui changent à chaque fois par mail, qui vont eux aller chercher par contre le CryptoLocker là pour le coup par un téléchargement web. Et ça c'est crucial pour la suite. Bien entendu, Loki c'est pas juste propagé avec ce type d'email. Ils en ont envoyé plein de natures différentes. Donc là vous en avez un autre. Qui est une fausse facture Free Mobile. Alors vous pouvez la lire, hein, c'est du français, il y a un lien. Lisez-la une fois et relisez-la après. Vous allez vous rendre compte qu'en fait il y a plein de fautes. Mais en première lecture, quand on lit ça rapidement, on s'en rend pas compte. Et puis de toute manière, ils auraient très bien pu faire un mail sans faute. Cet email-là, je l'ai tout simplement tiré de mes mails perso, hein, parce que je l'ai reçu à titre personnel, et dans ma messagerie personnelle, je peux vous dire que l'anti-spam n'a rien vu. Ça n'a pas matché l'anti-spam. Donc c'est bien l'indication que les hackers en fait restent sous des seuils radars, ce qu'on appelle des seuils radars. C'est-à-dire qu'ils n'envoient pas ça le même email en masse à tout le monde. En fait, ils vont découper par des petits envois, justement pour passer en dessous des seuils radars, que ce soit les anti-spam, les antivirus, etc. Donc ça c'est un exemple. Alors je peux vous dire que j'ai beau avoir 16 ans de sécurité derrière moi, la souris elle est passée sur le lien mobile.free.fr et j'ai pas cliqué, mais voilà quoi, on n'était pas loin. Et que quand ma souris est passée sur mobile.free.fr, j'ai vu en bas à gauche que le lien était en fait un HTTP avec une IP et un exécutable. Et là, j'ai lâché quelques jurons, je peux vous assurer. Alors il y a des gens qui me disent, ouais, mais de manière, moi les liens, je ne clique pas dessus. Pas de souci, ils ont envoyé aussi une version avec du PDF, qui n'est en fait pas un PDF, c'est un faux PDF, qui est en fait un exécutable, donc quand vous le lancez, ça lance tout simplement le téléchargement. Et puis ça vous récupère le CryptoLocker, le Loki. Donc vous voyez plein de façons qu'ont les hackers de trouver des façons à ce qu'on clique. Alors j'entends des fois, enfin même très souvent, des administrateurs qui râlent après leurs utilisateurs à dire « Ah mais encore un imbécile qui a cliqué ». Honnêtement, si je dois parier entre l'intelligence d'un hacker par rapport à un outil informatique et des utilisateurs lambda à qui on donne un outil informatique mais qui le maîtrisent péniblement, très clairement, je sais sur qui parier. Hein. J'irai parier sur le hacker et non pas sur l'utilisateur. Donc, ne vous en faites pas que, quand bien même les utilisateurs ne cliqueraient pas, les hackers trouveraient des choses encore plus avancées, plus poussées pour les faire cliquer. Donc ça peut pas être une solution. C'est important de communiquer pour que ce taux de clic baisse, ça c'est certain, mais ça ne sera pas la solution ultime. C'est impossible. De toute manière, il n'y en a pas de solution ultime. C'est un ensemble de solutions qu'il faut mettre en place. On va le voir.
Alors, si on regarde les URL hein, qui permettaient de downloader Loki, là, je vous en ai mis quelques-unes pour que vous vous rendiez compte que c'est pas une URL qu'on va bloquer et hop, c'est bon, on est tranquille, Loki sera pas téléchargé. Non, 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 il y en a plein. Il y en a plein, et celle-là, c'est celle qui était active sur peut-être une journée, mais le lendemain, c'en était des différentes. Donc, c'est vraiment... vous voyez, quand un hacker peut faire plusieurs centaines de millions d'euros avec sa menace, croyez bien qu'ils ont accès à des ressources qui sont juste colossales. Ils vont pouvoir vous créer des faux sites tous les jours, ils vont pouvoir infecter d'autres sites qui sont des sites légitimes sur lesquels ils vont placer l'exécutable du CryptoLocker. Donc ça, c'est pas du tout un problème pour les hackers. Ils vont vous en sortir plein différents tous les jours. Alors, pour ceux qui se poseraient la question, il y a un underscore bad à la fin, parce qu'en fait, c'est un support de présentation que l'on donne. Si on met pas le underscore bad, en fait, ça active les liens, et puis bêtement, il y a des gens qui cliquent. Bon, ces liens-là sont de date de mars, donc je pense pas qu'ils soient encore actifs, mais on préfère voilà, inhiber les liens dans la présentation. Sachez aussi que, et c'est important, je les ai mis en rouge, vous voyez qu'il y a du download en HTTP, vous voyez qu'il y a aussi du download en HTTP. Et ça, on va en parler par la suite dans la présentation. C'est encore une autre problématique qui complique encore la chose. Alors, on me pose souvent la question, ok, ça a été chiffré, on déchiffre. Hein. Alors, il faut savoir, c'est que les clés qui sont utilisées pour chiffrer sont des clés assez conséquentes. Hein. Il y a du 2048, il y a même du 4096. Donc, pour ceux qui font un petit peu de cryptographie, vous savez que c'est des clés asymétriques qui font que si on n'a pas la clé privée pour déchiffrer, on n'a juste pas les ressources, même accumulées, toutes les ressources mondiales, on n'aurait pas les ressources pour déchiffrer. Donc non, on ne peut pas déchiffrer comme ça en brut, sauf si le hacker a laissé des traces qui peuvent permettre de remonter ou de trouver des indices sur la clé privée. C'est ce qui s'est passé à plusieurs reprises pour certains cryptolockers. Il y a des traces qui étaient laissées dans la registrie ou sur le disque du PC qui était chiffré. Et du coup, on pouvait remonter à la clé et du coup, on pouvait créer des petits logiciels pour permettre de déchiffrer et de récupérer les données. Vous avez dû voir certains éditeurs antivirus qui ont sorti des logiciels pour récupérer les données chiffrées par tel ou tel cryptolocker. Ça, c'est ce que j'appelle les cryptos mal développés. Puisqu'un crypto bien développé avec de la crypto asymétrique, il n'y aura pas moyen de récupérer. Donc c'est pour ça que vous avez les deux cas. Il y a l'autre cas aussi qui s'est passé. Le FBI sur certains cryptos ont réussi à trouver les malfaisants et donc à récupérer l'ensemble des clés privées et à les mettre à disposition du public. Donc il y a eu ce cas-là aussi. Maintenant, vous prenez un Loki, les gens de Loki courent toujours. On n'a pas réussi il est particulièrement bien développé. C'est pas le seul. Cette année, vous avez eu Loki, vous avez eu Zepto, qui est une variante assez costaud de Loki également. Vous avez eu plus récemment Odin. Vous avez eu Cerber, qui était un cryptolocker spécifique pour Office 365. Hein. Pour ceux qui pensent que sur Office 365, il n'y a pas de crypto, il y en a eu un qui a particulièrement, qui a ciblé spécifiquement Microsoft. Alors, il n'a duré que 3 jours, hein, certes, mais si vous êtes dans les 3 jours, ça suffit à vous faire avoir. Donc voilà, ce qui veut dire que si vous voulez déchiffrer, à un moment donné, il va falloir, si effectivement c'est un très bon cryptolocker, vous n'avez pas d'autre moyen que de payer ou de recourir, et ça on verra dans la deuxième partie, bien entendu, aux sauvegardes et de restaurer ce qu'il faut. Avec le coût de temps passé quand même que ça engendre. Donc voilà. D'où l'intérêt de monter au maximum sa protection et d'avoir bien ses sauvegardes. Allez lire le bulletin d'alerte sur Loki fait par l'ANSSI. Donc l'ANSSI, si vous ne connaissez pas, c'est l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information, donc c'est le gouvernement français. Donc il a fait un très bon bulletin d'alerte qui explique comment fonctionne Loki, avec un petit bémol, c'est que la liste que je vous ai montrée, elle vient de ce document-là, la liste des URL sur lequel Loki est téléchargé, et en fait il conseille de rentrer cette liste en statique. Donc ça m'a un petit peu fait bondir, puisque très clairement, hein, vous n'avez pas, un administrateur ne va pas s'amuser à aller voir toutes les heures s'il y a des nouvelles URL pour Loki et le faire à la main. Donc laissez penser qu'on peut bloquer le téléchargement de Loki en statique juste en allant chercher sur le net quelles sont les URL qui ont été référencées. C'est vraiment
un très très mauvais conseil à donner aux administrateurs. Tout ça doit être fait en automatique avec des services qui se mettent à jour automatiquement avec du mode communautaire dont on parlera pour que ça soit efficace. Mais bon, au-delà de ça, le reste du document est quand même très intéressant, donc n'hésitez pas. Alors, on en parlait au début, hein, mais pourquoi mon antivirus n'a pas détecté le CryptoLocker? En fait, si les antivirus détectent les CryptoLocker, la problématique, c'est que c'est souvent trop tard. C'est-à-dire qu'il va y avoir en fait une période de ce qu'on appelle la fenêtre de vulnérabilité entre l'instant zéro où le malware agit sur Internet et l'instant où l'antivirus va le détecter, qui est cette fenêtre est beaucoup trop longue. Ça peut aller de quelques heures à quelques jours, voire quelques semaines, voire plus. Donc, et sur les CryptoLockers, en général, malheureusement, c'est bien souvent plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et du coup, c'est pour ça que les CryptoLockers font des ravages. Alors, si vous n'en êtes pas convaincu, si vous pensez que votre antivirus est parfait et que de toute manière vous n'avez jamais pris de CryptoLocker, c'est parce que votre antivirus est trop fort, vous pouvez aller voir sur VirusTotal. VirusTotal, c'est un site extrêmement intéressant qui appartient à Google d'ailleurs, qui référence tous les moteurs antivirus. Donc vous prenez n'importe lequel des malwares, ou d'un fichier, vous l'uploadez sur VirusTotal, et vous allez voir si les antivirus du marché le connaissent comme étant tel ou tel malware. Et donc on fait ce jeu-là, mais très régulièrement, dès qu'il y a un nouveau CryptoLocker, on va sur VirusTotal, on met le fichier, et on se rend compte qu'il y a plein d'antivirus qui n'ont pas encore connaissance du crypto. On a un partenaire avec qui on travaille chez Wildcard, parce qu'on a beaucoup de partenariats technologiques, vous allez voir pourquoi. Donc il s'appelle Lastline, et Lastline a fait des statistiques sur une année complète. Et sur une année complète, on arrive à un taux d'efficacité des antivirus sur le premier mois d'activité des virus qui est autour de 60 à 65% sur le premier mois d'activité des antivirus, des virus. Donc imaginez tout ce qui passe sur le premier mois. C'est tout le reste, donc c'est 35 à 40%. Ce qui veut dire que ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre d'antivirus, parce que si ça bloque 60%, on va quand même pas s'en passer, on va le mettre, mais ça ne suffit pas. Voilà, le principe c'est que ça ne suffit pas. Et donc il va falloir mettre d'autres couches de sécurité et monter ce taux de protection parce que 60% c'est clairement pas assez. Alors ça c'est les stats Lastline justement, ils ont fait les stats sur 365 jours, et on est voilà, vous pouvez le voir sur le graphe entre 60 et 65%. Alors ils ont d'autres stats qui sont intéressantes. Le pourquoi, j'ai déjà commencé à vous expliquer pourquoi. C'est que les hackers de plus en plus ils tentent de rester sous les seuils radars des différents éditeurs, en envoyant moins mais plus souvent, tout simplement. C'est plus le virus en 2005 qui parcourt la Terre entière en quelques heures et qui infecte des millions et des millions de machines et qui passe aux 20 heures à la télé. Ça n'existe plus puisque ça se fait contrer beaucoup trop vite et les hackers se rendent compte que c'est pas efficace. Et donc ils préfèrent, et puis en plus quand ils font ça en général ils se font choper derrière par le FBI ou autre. Donc en fait ils préfèrent être beaucoup plus discrets, passer sous les seuils radars, et du coup ça complique la vie de tous les éditeurs de sécurité, très clairement. Juste une petite remarque, il n'y a pas beaucoup de questions, et n'hésitez pas à poser des questions. J'ai l'œil sur les questions, donc s'il y a des choses qui vous paraissent pas claires, si vous êtes pris un CryptoLocker d'ailleurs, n'hésitez pas à le dire, j'aime bien sonder un petit peu, voir qui a eu ces menaces et quel CryptoLocker vous avez eu, donc n'hésitez pas à le mentionner sur les questions-réponses, et surtout n'hésitez pas, s'il y a des choses qui vous semblent pas claires, à me demander des précisions. Ah, il y a eu du Loki, d'accord. Bon, en même temps, le contraire m'aurait étonné. L'autre chose qu'il faut se rendre compte, c'est que c'est facile à faire une variante. Loki. Alors Loki et Tor, on me dit non, Tor n'est pas un virus, Tor n'est pas un malware, Tor est un réseau. Tor, c'est le réseau Oignon sur lequel vous allez pour accéder au Darknet, pour accéder à différents serveurs anonymisés, et notamment aller payer. Alors ça sert à deux choses d'ailleurs, Tor. Ça sert à payer sur les CryptoLockers pour que les gens soient anonymes. C'est une des choses qui fait que justement les gens de Loki courent toujours, c'est que vous allez payer en Bitcoin, donc c'est une monnaie anonyme, on ne peut pas retrouver à qui vous payez, et deuxièmement vous payez sur Tor, donc c'est un réseau anonyme, donc on ne retrouve pas où sont les serveurs, et du coup les hackers courent toujours, tout simplement. Donc Tor n'est pas le malware, le CryptoLocker ou autre, c'est juste un réseau
Alors il est utilisé bien souvent pour accéder à des choses malsaines, mais pas que. Mais cela dit, c'est pas la menace en tant que telle. Cela dit, bloquer Tor, c'est pas forcément une mauvaise idée. On verra qu'on peut le faire sur WatchGuard. Il y a eu Zepto, donc Zepto, ok. Bon, bah c'est les classiques. C'est les classiques. Et donc justement, ces variantes sont relativement faciles à faire. Donc c'est bien le problème, c'est que dès lors qu'un éditeur a mis dans ses bases de signatures, bah, ils l'ont finalement détecté, ils l'ont mis dans les bases de signatures, donc on pourrait dire que c'est bloqué. Ah non, c'est assez simple de refaire une variante et de refaire des envois. Hein, j'aime bien prendre l'image du hacker qui se trouve aux Bahamas en train de siroter son Morito. Il a balancé sa vague d'Odin, allez, on va prendre le dernier. Il va balancer sa vague par mail, par tous les vecteurs d'infection qu'il veut. Et puis régulièrement, il va aller sur Virus Total, parce que Virus Total, ça nous sert à nous pour voir effectivement les infections, mais ça sert aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que le hacker peut très bien prendre son malware, le mettre sur Virus Total, se rendre compte qu'il y a 2-3 éditeurs qui l'ont vu, mais sur 54, il y en a plein qui ne l'ont pas vu, retourner siroter son Morito. Si le lendemain il réessaye et qu'il se rend compte que il y en a 20, 30 qui commencent à le connaître et qui commencent à le bloquer, il va faire une variante et puis il va relancer sa variante, tout simplement. C'est ce qui rend la complexité de la chose, hein. C'est le côté dynamique et ce jeu du chat et de la souris qui s'arrête jamais. Donc mon Dieu, il faut toujours courir derrière. Alors, là, on en a fini sur la présentation de ce que c'est un CryptoLocker, comment ça se propage. J'espère que vous avez une vision assez nette de comment ça fonctionne et pourquoi c'est compliqué à détecter avec une seule technologie. Je regarde le timing, voir où j'en suis. Ok, c'est bon. Donc maintenant, la question se pose, vous m'avez entendu dire ça, c'est mais en fait, comment on fait pour les arrêter? Pour les arrêter, on va tout simplement recourir à plein de technologies. Pas à une seule, il n'y a pas une techno magique. Vous l'avez vu avec un anti-spam, et on va mettre l'anti-spam, on va avoir un certain taux de protection. Il y a certains emails de propagation des cryptos qui vont être bloqués parce que l'anti-spam va le détecter. Parce que le hacker a mal visé au niveau de ses seuils ou parce qu'il y a certains anti-spam qui sont un peu plus sévères que d'autres. Et donc l'anti-spam va faire un certain taux de protection. Faut pas penser à l'inverse. Faut pas vous dire ouais mais mon anti-spam il m'en a laissé passer, il vaut rien, je le mets pas. Non, tout ce qu'il prend est bon à prendre. Vous voyez. Donc moi par exemple, le mail via Free que j'ai reçu, effectivement il a passé l'anti-spam et l'anti-spam l'a pas vu, c'est l'anti-spam de Yahoo, hein, pour être très clair, qui en général est vraiment pas mauvais. Mais là qu'il a laissé passer. Ça ne veut pas dire qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain, on va laisser l'anti-spam, ça fera un certain taux de protection. Sur WatchGuard, donc sur les boîtiers WatchGuard, les boîtiers UTM WatchGuard, l'intérêt c'est qu'ils sont designés justement pour qu'on puisse mettre plein de services de sécurité. Mais ce qu'on va regarder, c'est que chacun de ces services de sécurité va apporter sa pierre à l'édifice. Si on prend un proxy SMTP, donc le proxy SMTP, c'est un mécanisme qui va filtrer le SMTP, qui va réécrire les paquets et qui va être capable d'enlever un certain nombre de choses et de purger le protocole. Je vous prends juste un exemple, pour ne pas rentrer trop dans les détails. On sait avec un proxy SMTP supprimer les JavaScript dans les zips. JavaScript dans les zips, c'est la première vague de Loki. La première vague de Loki, c'était une vague de mail dans laquelle il y avait des zips, dans lequel il y avait du JavaScript, et le JavaScript allait chercher le CryptoLocker. Donc si vous avez une politique de sécurité sur votre UTM qui bloque ça, eh bien vous avez inhibé une vague. Peut-être pas toutes, parce qu'il y aura d'autres vecteurs d'infection, mais celle-là, vous l'avez inhibée. Donc vous montez une fois de plus un peu le taux de protection. On va aussi pouvoir vérifier que les PDF sont vraiment des PDF et pas des exés cachés. Hein. Donc on va aller voir le code binaire, le code exa du fichier pour bien s'assurer que c'est un vrai PDF et non pas un exé, et ce genre de choses. Donc ça c'est un premier niveau qui va participer à monter le taux de protection. Autre service qu'on va mettre en place sur les boîtiers UTM WatchGuard, c'est l'IPS. L'IPS, c'est Intrusion Prevention Service, c'est la prévention d'intrusion. C'est un moteur avec des bases de signatures d'attaque. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, là on parle de malware. Le malware, il n'est pas dans les signatures IPS. On est d'accord. Par contre, comme je vous ai précisé, l'attaque par CryptoLocker est souvent pas seule. Elle est accompagnée d'attaques préalables pour aller récupérer le carnet d'adresse et ce genre de choses. Donc en fait, il faut bien voir tout ça comme un tout. Si je peux inhiber une attaque préalable, bloquer l'attaque préalable, il y a
forte chance qu'on va casser un petit peu les velléités du hacker à aller plus loin. Parce que hacker, c'est simple, hein, quand il faut qu'il fasse du volume. S'il rencontre des difficultés sur une entreprise qu'il voulait viser, il va passer à la suivante parce que ça sera plus facile. Donc ça, c'est important aussi à mettre en place, c'est l'IPS, ça va empêcher d'autres attaques en parallèle. Et il y a certains cryptolockers qui utilisent des exploits de réseau. Donc ça, là, par contre, on va carrément bloquer ces exploits de réseau. Je prends l'exemple de CryptoDéfense, CryptoDéfense, qui a sévi pas très longtemps parce qu'il exploitait une vulnérabilité Oracle qui n'a pas duré, mais pendant que la vulnérabilité existait, c'était une attaque sur des postes qui avaient du Java et qui permettait, quand ce poste recevait un email, sans même avoir besoin de regarder dans l'email, de propager le CryptoLocker. Donc imaginez. On me pose la question, alors ça c'est une question spécifique WatchGuard, est-ce qu'on met l'IPS en full scan ou en fast scan? La différence entre fast scan et full scan est très très faible en termes de taux de détection. On perd très peu à passer à du fast scan. On perd un tout petit peu. Donc si vous avez la ressource, si le boîtier a de la ressource disponible, n'hésitez pas à passer en full scan. Si votre boîtier il est un petit peu juste en dimensionnement, restez en fast scan. Hein, c'est toujours ça aussi la sécurité, c'est vraiment deux choses, c'est le jeu du chat et de la souris, et c'est aussi combien on dépense et combien on a à protéger, et il ne faut pas que le coût de la sécurité dépasse la valeur de ce qu'on a à protéger. Bien entendu, ça n'aurait pas de sens. Donc si vous avez un boîtier qui est dimensionné suffisamment bien pour pouvoir passer en full scan, restez en full scan. Si ça aurait été le boîtier d'au-dessus et que vous n'en aviez pas le budget, restez en fast scan. Maintenant, une fois de plus, la différence entre les deux, on ne parle pas de plusieurs pourcents, c'est après la virgule. Autre chose à mettre en place, c'est le WebLocker. Pour beaucoup, le WebLocker, donc le filtrage d'URL, c'est le service qui va permettre d'empêcher les utilisateurs d'aller sur Facebook, de contrôler la productivité des utilisateurs. Ça c'est vrai, c'est une des utilités du WebLocker, mais c'est pas la seule. Dans WebLocker, vous avez 20 catégories de sécurité, avec des réseaux de robots, ce qu'on appelle des détections de botnets, avec des sites web malicieux, donc des sites web qui ont été montés spécifiquement, comme ceux que je vous ai montré dans la liste de téléchargement des URL de Loki, mais aussi des sites, on verra, on a un autre service que je vais vous expliquer après, qui est l'autorité de réputation, qui lui va permettre de bloquer des sites qui ne sont pas malicieux, mais qui ont été infectés. Donc vous avez tout un tas de catégories de sécurité pour WebLocker, qu'il faut activer, tout simplement. Alors s'il y a des clients WatchGuard dans le webinaire, allez voir dans WebLocker, cochez les catégories de sécurité. Bien souvent, malheureusement, c'est pas le cas, vous cochez les catégories de productivité uniquement. Donc ça c'est dommage. Et puis pour ceux qui ne sont pas clients WatchGuard, si vous avez des équipements qui font du filtrage d'URL, pensez à regarder si vous avez des catégories de sécurité dedans. C'est important. Autre chose, c'est le contrôle d'application. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que du contrôle d'application, c'est le pendant du filtrage d'URL. Le filtrage d'URL va catégoriser des sites web, HTTP, HTTPS. Le contrôle d'application va catégoriser des applications. Donc, le firewall va identifier une application en tant que telle. Par exemple, le firewall va identifier du TeamViewer. TeamViewer, c'est sur du port 443. Donc, si on regarde que les ports et protocoles, on voit juste que c'est du 443. Par contre, le contrôle d'application, lui, est capable de dire non, ça, c'est du TeamViewer. Donc il y a un certain nombre de choses qu'on sera capable de détecter avec le contrôle d'application, et notamment Tor, dont une personne me parlait tout à l'heure dans les questions. On est capable de bloquer Tor à partir du contrôle d'application. On va être aussi capable de bloquer tout ce qui est BitTorrent et peer-to-peer, qui sont aussi des vecteurs d'infection, rien de pire que quelqu'un sur le réseau qui se dit « Oh, je vais me télécharger mon petit film pour ce soir », et dans le film en question, il récupère une saloperie. Et plein d'autres choses, des ultrasurf qui sont des outils qui permettent de bypasser des sécurités de firewall. Donc tout ça, c'est des choses qui sont importantes à bloquer si vous voulez continuer à monter ce taux de protection et avoir un taux de protection encore supérieur. L'autorité de réputation, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc ça c'est une technologie WatchGuard qui fonctionne en communautaire, et on croit vraiment à cet aspect communautaire. Il ne faut pas rester fermé en termes de sécurité sur votre solution de sécurité, il faut s'ouvrir. WatchGuard, on travaille avec plein d'éditeurs de sécurité, vous voyez qu'on travaille avec WebSense, on travaille avec Lastline, on travaille avec TrendMicro, on travaille avec AVG, et du coup ça nous enrichit de plein de bases, et du coup ça rend le boîtier beaucoup plus efficace.
par rapport à une situation où on essaie de faire tout nous-mêmes. L'autorité de réputation va s'appuyer sur l'antivirus, va s'appuyer sur l'APT bloqueur, qui est de la sandbox, que j'expliquerai après, pour tester un site et voir s'il n'a pas été infecté, donc des sites légitimes. Je rappelle que 75% des attaques qui se récupèrent des sites viennent de sites qui sont légitimes à la base, mais qui ont été infectés pendant un certain temps, donc pendant une période. Rappelez-vous, pendant les attentats, il y a plein de sites gouvernementaux français qui ont été hackés, alors qui ont été d'une part défacés, donc les pages changées avec de la propagande, mais aussi sur ces pages-là, des malwares qui vont se propager et qui permettent derrière de pousser des attaques. Autre service à mettre en place, l'APT bloqueur, qui est une technologie sur laquelle WatchGuard a été pionnier il y a 2 ans et demi. Alors il y a nos confrères qui commencent à sortir leur service de sandboxing cette année aussi, mais on est vraiment en avance sur ce sujet-là. C'est vraiment le bon complément à l'antivirus, puisque ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre le fichier, le jouer dans ce qu'on appelle une sandbox, donc un environnement virtuel. Dans cet environnement virtuel, on va voir ce que fait vraiment le fichier. Est-ce qu'il se met à chiffrer des choses? Est-ce que voilà, on va voir vraiment son comportement et on va le bloquer. En termes de comportemental, sachez que chez WatchGuard, c'est pas dans cette présentation-là, mais on donnera les contacts si vous êtes intéressé, on pourra en parler par la suite. Il y a encore des nouvelles technologies qui vont arriver chez WatchGuard, et notamment en janvier, pour rajouter des agents sur les postes pour faire du comportemental, en plus de ce qu'il peut déjà y avoir au niveau du firewall et au niveau du poste. Alors, bien entendu, une fois de plus, le jeu du chat et de la souris a fonctionné sur parce que les sandbox, c'est pas nouveau. Hein. La sandbox, ça existe depuis 10 ans. C'est pas une nouvelle technologie. C'est une nouvelle technologie apportée en cloud sur les boîtiers. Donc ça, c'est intéressant. C'est là-dessus qu'on est pionnier. Mais là, je vous ai mis un petit logiciel qui n'est pas tout récent, dans lequel il y avait déjà des fonctions anti-sandbox. Vous preniez un malware, vous l'ouvriez avec ce logiciel et ça vous le modifiait pour être sandbox aware. C'est-à-dire qu'il va savoir qu'il est dans une sandbox et il ne va rien faire. Donc vous voyez toujours ce jeu du chat et de la souris, le hacker qui essaie d'être plus malin. C'est pour ça qu'on travaille avec Lastline, parce que Lastline, ils ont une technologie qui s'appelle l'émulation de code, qui va permettre de savoir non seulement le comportement du fichier, mais aussi les instructions que le programme lance. Donc si dans les instructions, on voit que le programme cherche à détecter qu'il est dans une sandbox, vous voyez la chose venir, c'est pas bon signe. Donc on va mettre des contre-mesures pour lui faire croire qu'il n'est pas dans une sandbox, et cette fois-ci, on va le choper. Donc vous voyez toujours, ce jeu du chat et de la souris, ça peut aller très très loin, et le but du jeu, c'est de travailler avec un éditeur en termes de sécurité, avec des éditeurs en termes de sécurité, qui sont réactifs justement à développer des choses, et donc notamment sur cette notion de sandbox qu'on a depuis plus de 2 ans et demi, on a montré qu'on était en avance par rapport à beaucoup d'éditeurs. On me demande si le fichier est délivré à l'utilisateur. Ça dépend du cas, ça dépend si votre fichier est ce qu'on appelle un 0-day ou pas un 0-day. C'est aussi un système qui marche en communautaire. Donc ça veut dire que la première personne qui voit le fichier dans le monde, lui va récupérer le fichier et pendant ce temps-là, on l'analyse. Et tous les autres, si le fichier est malsain, se verront protégés. Vous voyez cet aspect communautaire qui est important. Donc il n'y a pas de 100% non plus dans cette technologie. C'est une technologie qui va se rajouter à toutes les autres que je vous ai décrites, qui va beaucoup monter le taux de protection, mais qui n'est pas parfaite non plus. La technologie parfaite n'existe pas, il faut qu'on soit clair. Bon là je vais passer ces slides, c'est le process exact de l'APT bloqueur, que j'explique en général dans le webinaire complet. On vous donnera de toute manière le lien d'un webinaire complémentaire dans lequel on va même carrément faire de la démo sur le produit pour vous montrer comment le configurer. Donc il y a quand même dans ces slides quelque chose d'important, c'est l'identification des menaces. Quand il arrive quelque chose, il y a deux types de réactions. Il arrive quelque chose, bon vous restaurez, et puis vous dites zut, et puis vous changez rien. Et puis il y a la réaction, je vais voir dans mes outils de visibilité. Alors chez WatchGuard, on a un outil de visibilité qui est gratuit, qui s'appelle WatchGuard Dimension. Là, vous allez voir par où c'est passé.
vous essayez d'identifier où sont les failles dans votre politique de sécurité et ce que vous pouvez renforcer. Ça, vous ne pouvez le faire que si vous avez de la visibilité. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a un WatchGuard Dimension qui est gratuit, ce qui n'est pas le cas chez nos confrères. C'est vraiment pour que vous puissiez optimiser votre politique de sécurité et augmenter ce taux de protection une fois que si jamais vous avez eu le malheur d'avoir une attaque. Donc c'est vraiment un principe important en sécurité. Une politique de sécurité, c'est quelque chose qui doit vivre, c'est pas un truc qui est en place, et hop, il est en place, on n'en parle plus. Ça c'est pas le plus efficace. Alors, ça a un certain taux d'efficacité, mais maintenant tout dépend à quel niveau vous voulez vous placer. Okay, donc bon, j'avance un peu sur ces slides qui montrent les étapes de l'APT bloqueur. Hop. Toujours la visibilité qui est importante. Sachez que Lastline alors là d'ailleurs sur le slide, c'est le slide 2015, mais en 2016, Lastline était le seul éditeur à avoir fait 100% de blocage des attaques au test NSS Lab. Donc NSS Lab, c'est un laboratoire indépendant, donc ils ont testé tout un tas de sandbox, FireEye, Lastline, Fortinet, etc. Lastline est le seul à avoir fait 100%, à avoir bloqué toutes les attaques du NSS Lab. Vous prenez un Fortinet, ils ont fait 97%, je crois. On se dit, bah, c'est pas mal, 97%. Oui, ça veut dire quand même que 3% des attaques passent. Il en suffit d'une chez vous. Donc voilà. Combien de temps faut-il pour que la communauté soit avertie d'un fichier? Par rapport à l'APT bloqueur, la moyenne d'analyse est autour de 5 minutes. Donc vous voyez que c'est quand même extrêmement rapide par rapport à plusieurs jours, voire plusieurs semaines chez les éditeurs antivirus. Sachant que c'est une technologie parmi d'autres en plus. Donc voilà, je pense que vous avez compris le principe de ce que je veux expliquer là. Il n'y a pas la technologie miracle, il y a des technologies qui vont renforcer le taux de protection. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, un boîtier UTM est extrêmement bien placé pour monter ce taux de protection au maximum. Parce que non seulement on va avoir toutes ces différentes couches et on va empiler ces différentes couches, le firewall, les proxys, le contrôle d'application, l'IPS, le web blocker, l'autorité de réputation, l'anti-spam, l'antivirus, l'anti-malware, l'APT blocker, et bientôt à venir le Threat Detection and Response, ce qu'on appelle le TDR chez WatchGuard, qui va sortir en janvier, qui va faire de la corrélation entre du comportemental sur des postes de travail et sur le réseau. Mais c'est vraiment en mettant tout ça et en configurant tout ça proprement. Attention, c'est pas le tout d'avoir les technologies, d'avoir un bon produit. Il faut aussi que vous ayez configuré ça comme il faut. Donc pour ça d'ailleurs qu'on a fait un autre webinaire, donc qui n'est pas le sujet aujourd'hui, mais où on va montrer comment configurer proprement ces services-là pour que ce taux de protection soit vraiment maximisé. Je crois que j'ai dépassé un petit peu. Oui. Je vais faire plus vite. Donc voilà, TDR, c'est sorti en janvier. Donc là, c'est l'ajout d'un agent sur les postes et donc d'un nouveau service de corrélation dans un centre de corrélation WatchGuard, donc qui va corréler les informations de ce qui se passe sur le poste, de ce qu'on voit au niveau du réseau, pour pouvoir avoir plus de pertinence sur l'identification de l'attaque et de le faire en live et de répondre en live, comme par exemple qu'il est le process qui voudrait se mettre à chiffrer. Donc ça, c'est un nouveau service qui va aussi beaucoup renforcer le taux de protection. Hop. Alors, on a vu qu'il y avait aussi des URL en HTTPS. Donc ça, c'est important. C'est simple. 2016, c'est l'année des cryptos et de l'inspection HTTPS. C'est l'année où les cryptolockers se sont le plus développés, mais c'est l'année aussi où le nombre le flux des connexions HTTPS sur le net a drastiquement augmenté. On est entre 60 à 70% du trafic Internet mondial qui est en HTTPS. Ça a quel impact pour vous? Tout simplement, le firewall, quand il va avoir du flux HTTPS, par défaut, il voit du flux HTTPS, le flux étant chiffré, il ne va rien voir dedans. Donc s'il y a un malware dedans, il ne le verra pas. S'il y a un cryptolocker dedans, il ne le verra pas. Donc il faut mettre en place du déchiffrement HTTPS, pas de manière aveugle sur tous les flux, mais sur un certain nombre de choses importantes. Par exemple, le webmail. Webmail perso, si vous l'autorisez au niveau de l'entreprise, c'est en HTTPS, le firewall ne voit plus rien si vous ne faites pas d'inspection HTTPS. Donc faites de l'inspection HTTPS, alors c'est un certain nombre de contraintes, mais ça devient aujourd'hui quelque chose d'un peu indispensable, et notamment contre la lutte sur les cryptolockers. C'est que vous mettez toutes les technologies en place, mais que le cryptolocker passe par du flux chiffré, c'est dommage, c'est un des vecteurs qui va passer. Et donc qui va utiliser justement le fait qu'entre le taux de protection que vous avez et le 100%, il y a encore un gap. Et ce gap, c'est notamment de passer par du flux HTTPS. Donc mettez en place de l'inspection HTTPS, certes, c'est des boîtiers un petit peu plus gros parce qu'il faut les dimensionner en conséquence, mais c'est important. Également, ceux qui sont en Office 365, sachez que c'est de l'HTTPS complet, il peut être déchiffré. Alors,
y a une petite configuration à faire, hein, bien entendu, pour y arriver. C'est pas simple. Il faut avoir un partenaire qui sait le faire, mais on peut le faire. La visibilité, je pense que j'étais suffisamment clair dessus, c'est essentiel. Une politique de sécurité en one shot, vous arrivez, vous mettez votre politique de sécurité, ça y est, elle est bonne, elle est parfaite, ça n'existe pas. Une politique de sécurité, c'est une itération entre votre configuration, ce que vous voyez de ce qui passe, ce qui n'aurait pas dû passer, ce qui est bloqué, ce qui n'aurait pas dû être bloqué, et vous faites une itération avec l'outil de visibilité pour améliorer votre politique de sécurité. Il n'y a pas de politique de sécurité qui doit être figée, on doit constamment regarder dans l'outil de visibilité, dans ces tableaux de bord, dans ces rapports, pour voir si on peut améliorer la politique de sécurité. Pensez que des attaques de hackers, c'est des attaques mais extrêmement rigoureuses. C'est pas des attaques au pif. Il y a un déroulement dans ces attaques qui est quasi militaire dans la chose. Alors on me demande si l'inspection HTTPS prend beaucoup de ressources. Oui. Soyons clairs, l'inspection HTTPS prend beaucoup de ressources. C'est pour ça que chez WatchGuard, quand on dimensionne un boîtier et que le client veut faire de l'inspection HTTPS relativement forte, c'est-à-dire sur beaucoup de sites, on prend le boîtier d'au-dessus dans la gamme, pour être très simple. Donc je reviens à ce qu'on appelle la kill chain. Une attaque de hacker, c'est pas une attaque, c'est une série d'attaques. Avec de la reconnaissance du delivery, de la compromission, de l'utilisation d'exploits, de l'installation, des chevaux de Troie, de la connexion à des serveurs de commande et de contrôle, du pivoting, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont sur une machine, ils vont essayer d'aller sur les autres. Une personne me disait sur les questions-réponses qu'ils avaient réussi à isoler Odin parce qu'ils avaient coupé la machine infectée. C'est un bon réflexe, puisque derrière le malware tente forcément de se propager. Et puis l'exfiltration de données, vos données ont une valeur sur Internet. Sachez que par exemple un serveur, sans même savoir ce qu'il y a dessus, il y a des hackers qui achètent l'accès à des serveurs qui ont été compromis pour voir quelles données il y a dessus et revendre ces données. Alors on me dit, est-ce qu'on ne pourrait pas déporter l'inspection? C'est une remarque très intéressante. Est-ce qu'on ne pourrait pas déporter l'inspection sur un poste puissant dédié à cette tâche? C'est compliqué en termes d'architecture, ça va induire énormément de latence. Je ne suis pas sûr que le poste dédié à cette tâche sera plus efficace qu'un produit qu'on commence à avoir quand même bien optimisé pour faire de l'inspection HTTPS, et surtout, ça complique énormément la sécurité, puisque du coup, vous allez avoir de la politique de sécurité avec des outils différents sur des postes différents, et vous savez, quand vous augmentez la complexité de la politique de sécurité, bah, forcément, vous baissez le taux de protection. Donc moi, je vous recommande plutôt de faire l'inspection sur nos produits, quitte à le traiter correctement. Je pense pas entre les deux solutions, je pense pas qu'il y en a une qui soit moins chère, par contre il y en a une qui est très nettement plus simple et plus efficace. En conclusion, la sécurité à 100%, ça n'existe pas. On va monter le taux de protection à chaque technologie, et quand ce taux de protection de toute manière n'arrive pas à 100% et que du coup le CryptoLocker passe, eh bien tout simplement je vais passer la main à Christophe qui va nous expliquer la partie backup, puisque il reste heureusement cette solution d'avoir des bons backups et puis de pouvoir restaurer ces données plutôt que de devoir payer les hackers, qui est vraiment une très très mauvaise solution. Pensez bien entendu aussi à faire de la communication avec vos utilisateurs, à prôner l'usage raisonnable et ponctuel d'Internet. Hein, quelqu'un qui va sur 3 sites qui sont standards et qui n'abusent pas, génère forcément beaucoup moins de risques que quelqu'un qui se balade un peu n'importe où sur Internet et qui va fouiner. Donc ça c'est évident. Si vous pensez que les CryptoLockers ont atteint leur maximum, n'oubliez pas que c'est pas le cas. On voit de plus en plus de ransomware sur Android et ça commence à monter en puissance. Il y en aura sur toutes les plateformes et ça va se généraliser. Donc pensez à vraiment bien mettre en place une architecture complète. Christophe, tu es là? Oui, je suis là, j'espère que tu m'entends. Oui, je t'entends bien, je vais te passer la main en termes de présentation. Désolé, j'ai débordé un tout petit peu, mais si je le savais que j'allais déborder. Il faut bien traiter le sujet, il n'y a pas de problème. Voilà, je t'ai passé en présenteur. On verra à la fin du webinaire, si tu veux bien, s'il y a des questions complémentaires, parce que là, il y en a d'autres qui arrivent, mais je te passe la main et puis on les traitera sur la fin du webinaire.
Moi, ça me va. Sinon, tu peux répondre par écrit aussi, mais on peut y revenir à la fin de toute façon pour en faire un tour, il n'y a pas de souci. Merci pour cette présentation, c'était super intéressant. En tout cas, moi, j'apprends plein de trucs. Comment on fait effectivement quand malheureusement le CryptoLocker il a fait son effet, il a réussi à passer à travers les mailles du filet, souvent parce qu'il n'était pas protégé par WashGuard, je pense. Pour, Merci. rigoler un petit peu. Bon voilà, après effectivement, moi je vais vous faire une petite présentation assez pardon, rapide de comment on peut se protéger avec du backup et avec Arserve UDP pour ne pas le nommer. Alors la présentation elle est orientée plutôt architecture et comment on va le faire pour la protéger. Elle n'est pas du tout orientée restauration et qu'est-ce qu'on mettra en œuvre. Mais une fois qu'on a les données, après les restaurer, c'est pas ce qui est le plus compliqué. C'est effectivement récupérer ces données-là et les protéger aussi parce que même si on a des données, on peut être aussi soumis à l'attaque de nos données de backup. Hein, donc il faut faire attention à ça aussi, c'est tout bête, mais c'est pas le moment où on doit restaurer qu'on s'aperçoit que les données sont aussi lockées par les cryptolockers. Donc voilà. Tout simplement, pour commencer à répondre à la question, il y a deux paramètres dans la sauvegarde, hein, dans la protection de la donnée, hein, au sens protection face à un sinistre. C'est le RPO et le RTO, et donc c'est ces deux paramètres qu'il faut prévoir et qu'il faut étudier avant de mettre une solution de protection en route. RPO, c'est assez simple, hein, c'est le temps entre deux sauvegardes, et on peut traduire ça par c'est la volumétrie ou le taux de données que vous souhaitez, que vous pouvez vous permettre de perdre. Alors si vous faites une sauvegarde tous les jours, ça veut dire que vous êtes capable de perdre 24 heures de données. Donc si 24 heures c'est trop, il faudra réduire le temps entre deux sauvegardes pour pouvoir justement ne pas perdre trop de données. Et après, à ce paramètre de RPO, j'ajouterai aussi la rétention, puisque, alors tu n'en as pas parlé je crois cette fois-ci Pascal, mais il me semble que tu avais dit la dernière fois quand on s'était parlé que les cryptos commençaient à devenir de plus en plus silencieux au tout départ en tout cas, enfin il me semble que ça arrive si je me rappelle bien. Oui, il y en a qui effectivement arrivent sur le réseau et ne sévissent pas tout de suite, ils attendent justement pour essayer voilà. de s'immiscer dans les backups. Et du coup, avec le RPO, je dirais qu'il faudra rajouter la rétention, c'est-à-dire que c'est pas forcément suffisant d'avoir la dernière sauvegarde, mais c'est peut-être nécessaire et c'est obligatoire à mon avis d'avoir plusieurs sauvegardes pour remonter sur plusieurs jours, semaines, années. Après évidemment, plus on va en conserver, plus ça va avoir un coût, plus ça va nécessiter une architecture spécifique. Mais voilà, donc avec le RPO est associé aussi la rétention. Et le RTO, qu'on ne va pas trop traiter dans la présentation d'aujourd'hui, mais bon, s'il y en a qui souhaitent avoir plus d'informations sur notre solution et comment on fait pour avoir des RTO plus ou moins grands, je vous encourage à me contacter ou à vous connecter sur les webinaires Arserve. Donc le RTO, c'est quoi? C'est le temps de redémarrage. Typiquement parlant, c'est l'application n'est plus disponible par l'utilisateur. Combien de temps on va mettre pour la rendre disponible? C'est pas le temps de restauration, hein, c'est le temps de restauration, c'est transférer des données du backup vers l'infrastructure de production, mais c'est le temps de redémarrage d'une application. J'ai toujours cet exemple en tête d'un client il y a une quinzaine d'années qui est dans le prêt-à-porter, qui avait eu un souci. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai un message, je sais pas ce que c'est. Ok, voilà. Excusez-moi. Donc oui, qui avait eu un souci sur un processeur de sa machine. Non, c'est un Windows qui m'a fait une blague avec le type de couleur de mon écran. Donc, bref. Donc oui, je disais, cette société avait eu un problème sur un CPU, donc en changement de CPU sur une machine, il y a eu un crash, etc. Ça a duré 2 heures, hein, tout ça, mais au final, derrière, ils n'ont pas réussi à démarrer leur base de données avant 3 jours. Donc vous voyez, le RTO, c'est vraiment l'applicatif, c'est pas uniquement restauré. C'est être capable de mettre en route l'application pour les utilisateurs. Donc c'est très important. Et ces deux paramètres, RPO et RTO, ils sont complètement décorrélés. C'est-à-dire que avoir un RPO de 24 heures et un RTO de quelques minutes, ou l'inverse. C'est-à-dire qu'un RTO, vous ne voulez pas perdre beaucoup de données, mais par contre vous avez 1 à 2 journées pour démarrer. Évidemment, ça dépend de votre business, et ça c'est analysé au préalable. Et une fois que vous avez fait ces analyses-là, comment on va les appliquer? Avec Arserve UDP, c'est assez simple déjà. Arserve UDP, il fait de l'incrémental infini. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait la première sauvegarde, qui est forcément une complète, parce qu'on va sauvegarder tous les blocs, il a un driver, alors suivant si c'est la machine Windows, la machine VMware, etc., c'est pas tout à fait le même mécanisme, mais le principe est le même. Il a un driver qui lui indique
blocs ont été changés depuis la dernière sauvegarde, donc il ne sauvegarde que les nouveaux blocs. Du coup, on va réduire le temps de sauvegarde, la fenêtre de sauvegarde en elle-même, et on va être capable de réduire aussi le RPO, puisque moins on a de blocs à sauvegarder, plus on va être rapide, et donc plus on va pouvoir faire des sauvegardes de plus en plus souvent. Et donc, pour finir sur l'incrémental infini, c'est pas parce que vous avez une somme d'incrémental infini énorme que vous devez restaurer la première complète et toutes les incrémentales infinies précédentes pour arriver à votre sauvegarde. L'outil RServe UDP il vous permet de pointer vers le point de restauration que vous souhaitez utiliser et restaurer le fichier ou la machine complète si besoin. C'est lui qui va faire le lien avec les différentes sauvegardes préalables, qu'elles soient incrémentales ou qu'elles soient complètes. Et évidemment, on parle de rétention aussi. On ne va pas garder la complète qu'on a fait il y a 2 ans quand on a mis en place le service ad vitam aeternam. Eh bien, on va la faire évoluer avec le temps, en fonction de la rétention. Si ma rétention, c'est une rétention d'une semaine, ben la complète, elle va être fusionnée avec les incrémentales qui arrivent après les backups. Donc, ça ne prend en aucun cas la charge sur le temps de backup. C'est un serveur qui va faire ça, qui va être un serveur dédié à la sauvegarde. Et donc, on va être capable de garder cette complète-là, qui va évoluer avec le temps, et qui va correspondre au dernier point, au point le plus ancien, en tout cas, de ma sauvegarde que je retiens. Voilà. Et puis, bon, après, effectivement, on peut rajouter la déduplication si on a besoin de réduire les espaces disques, et aussi le temps, puisque c'est une déduplication à la source, qui fait que ça permet de ne pas écrire tous les blocs, puisque certains sont déjà présents, grâce au procédé de la déduplication. Et donc, moins on écrit de blocs, plus on est rapide. Du coup, on va vraiment pouvoir réduire ce RPO qui, dans UDP, est fixé à une limite minimum de 15 minutes. Donc, effectivement, on sait faire de la sauvegarde sans agent aussi pour les machines virtuelles. On fait de la sauvegarde avec agent pour les machines physiques Windows et Linux. Donc, voilà. Le principe, effectivement, c'est assez basique, hein, c'est de faire une sauvegarde. Alors là, vous voyez, il y a la sauvegarde est faite sur ce qu'on appelle un serveur RPS. Dans UDP, la première étape d'une sauvegarde, c'est l'espace disque. Donc, qui dit espace disque, dit potentiellement la possibilité d'être attaqué par un cryptolocker. Hein. S'il y a eu une attaque dans l'infrastructure du client, il se peut que cette attaque elle soit aussi faite sur l'espace disque qui détient la sauvegarde. Et là, c'est bingo pour le cryptolocker, mais c'est pas très drôle à vivre. Donc comment on pourrait se protéger par rapport à ça? La protection minimum, effectivement, voilà, c'est effectivement avec UDP, on est capable de faire une restauration complète d'une machine, que ce soit une machine physique ou une machine virtuelle, et peu importe la cible. C'est-à-dire que si j'ai une machine qui est physique et que j'ai sauvegardé et que je veux la démarrer dans un environnement virtuel, je peux le faire grâce à la fonctionnalité DMR qui est incluse dans l'outil, donc permettage recovery. Et là, effectivement, de toute façon, je pars toujours du même espace disque, dont je parlais. C'est surtout le slide d'après que je voulais vous indiquer. Voilà. Une des petites astuces, hein, je dirais, pour RServe UDP, puisque RServe UDP se base sur des répertoires. Hein, quand je parle de volume de stockage pour les données de sauvegarde, en fait, UDP, lui, il sauvegarde vers des répertoires. Alors, une des astuces, c'est pas 100% sûr, hein, mais c'est de pouvoir rendre l'attribut de ce répertoire ou de ces répertoires qui sont utilisés en cachet. Alors, Pascal, tu vas me confirmer, je pense qu'il y en a certains qui ne le verront pas, mais il y en a d'autres qui vont sûrement, en tout cas s'ils ne sont pas aujourd'hui sur le marché, ça arrivera demain, ils vont être capables d'aller voir les répertoires cachés. Le jeu du chat et de la souris, c'est-à-dire que ce qu'ils ne font pas un jour, ils le font le lendemain parce qu'ils s'aperçoivent qu'effectivement ça les bloque et qu'ils ont besoin de le faire. Exactement, donc voilà, c'est en avance, ça c'est effectivement une petite astuce que nous on a découverte en interne il y a très peu de temps, parce que nous on est capable d'aller sauvegarder vers des répertoires cachés. Par contre, effectivement, certains cryptos, enfin à l'époque en tout cas, les cryptos n'avaient pas validé ça. Maintenant, je pense qu'effectivement les choses évoluent. Bon, voilà, c'est juste une petite astuce en passant, mais on est toujours sur l'espace disque et on a toujours cette possibilité d'être attaqué, même si on a fait des sauvegardes de nos systèmes qui sont des systèmes clients et qui sont potentiellement les plus en vue, parce qu'un poste utilisateur, j'imagine, c'est un des premiers points d'attaque, je suppose. Un serveur de production pourrait aussi être une des priorités, et puis un serveur de backup qui, lui, par essence, est un peu en arrière-plan. Lui, il ne sera pas forcément visible, mais bon, il peut quand même être attaqué, et puis effectivement, les disques qui vont avec. Donc de toute façon, à partir du moment où la donnée est en ligne, il y a un risque. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir, même si le répertoire correspondant à ma donnée, enfin à ma protection, est en attribut caché, il y a toujours un risque. Et pour éviter justement ce risque,
c'est de garder une copie, je dirais, optimum, la protection optimum, à mon sens, hein, c'est de garder une copie hors site. Alors, on voit que c'est par cassette, on va voir tout à l'heure les différents sites, les différentes possibilités. Alors hors site, ça ne veut pas forcément dire à des kilomètres, hein, mais ça peut simplement être dans une sorte d'une autre zone protégée différemment, une DNZ, enfin peut-être pas une DNZ parce que c'est plus sensible à l'extérieur, mais une zone qui est protégée autrement, et donc d'avoir une copie de notre infra, et puis une deuxième copie ailleurs dans une autre zone qui peut être dans une autre salle, pour protéger aussi par rapport à un sinistre plus ou moins classique que sont les inondations, le feu, etc. Et aussi protéger cette zone d'une manière plus sécurisée, qui pourrait être potentiellement une zone uniquement de stockage de données de backup, et donc on pourrait mettre une sécurité maximum, puisqu'il n'y a pas d'utilisateurs qui vont accéder à cette salle-là, par exemple, voilà, via l'informatique, via le réseau. Alors ça peut être fait grâce à UDP, c'est assez simple, hein. Dans UDP on a un module qui permet de répliquer les backups de manière intégrée, c'est-à-dire que c'est compris dans l'ADN du produit, hein. Une fois que le backup, on utilise des serveurs qu'on appelle les serveurs RPS pour schématiser, je fais ça le serveur de sauvegarde aujourd'hui, hein. Pas tout à fait la même chose, mais bon, on ne va pas rentrer dans trop en détail. Donc une fois que les backups sont faits sur ces serveurs RPS, on peut répliquer ces backups d'un RPS vers un autre. Voilà, la facilité et la beauté de la UDP là-dessus, c'est qu'on va être capable de passer sur des liens très bas débit, hein. Là, vous voyez du WAN, puisqu'on a de la déduplication à la source et qu'on a de l'incrémental infini. Donc je pense souvent à cet exemple-là. Si on a une machine qui fait 10 Tera, l'incrémental infini de 10 Tera en mode bloc, parce qu'on est en mode bloc, en général on dit que c'est 55% de la complète, donc ça fait plus que 500 gigas. Grâce à la déduplication et grâce à la compression, parce que si on comprend derrière, on est capable de réduire ça jusqu'à 50, voire moins de 50 gigas. Vous voyez, donc si on fait une incrémentale infinie toutes les X temps, on va passer 50 gigas au lieu de passer 500, voire plus, parce que dans les logiciels classiques, il y a toujours un jeu de full incrémental, hein. Par exemple, le schéma classique, c'est une full le vendredi, les incrémentales les autres jours de la semaine. Nous, on est en incrémental infini et dédupliqué, donc on va être capable de passer vraiment sur des liens très bas débit, ce qui va permettre de protéger aussi face à un cryptolocker, puisqu'on va être capable de stocker ça sur un site de secours, par exemple. Malgré tout, le site de secours, c'est pas parce que il est plus sur le même site qu'il n'est pas accessible par le réseau, hein. La preuve, nous on utilise le réseau pour aller déplacer les données. Alors après, il peut très bien être sécurisé d'une autre manière, avec des choses plus puissantes, parce que il est prévu pour être justement ultra sécurisé et pas accessible aux utilisateurs, comme je le disais tout à l'heure. Mais malgré tout, il est toujours en ligne, il est toujours susceptible d'être attaqué par un cryptolocker ou par un malware. On peut, dans un premier temps, une option, c'est de laisser faire un professionnel. C'est simplement d'aller chez un hébergeur. Lui, son boulot, c'est de gérer son infrastructure. Donc, effectivement, il doit être, en tout cas, si c'est un professionnel, je dirais, pro, hein, pour utiliser ce terme-là, il doit être tenir au courant de toutes les évolutions du marché, et non pas seulement uniquement des produits, mais aussi des attaques et de la façon de se protéger, qui n'est pas forcément le travail d'un administrateur d'une entreprise, hein. En plus, si l'administrateur est dans une entreprise où il fait beaucoup de choses, il ne fait pas forcément que la partie sauvegarde, il fait beaucoup d'IT, il fait aussi parfois les services généraux, hein, j'en ai rencontré, donc c'est pas une utopie. Être en plus à jour sur les nouveautés et sur les choses à protéger, c'est pas forcément facile, hein, il faut du temps. Et donc un hébergeur, ça peut être une des solutions, puisque lui, il est censé se mettre à jour là-dessus et de suivre près du marché, parce que c'est son travail. C'est son travail, c'est de bien d'offrir la solution optimum en termes d'infrastructure et en termes de protection. Donc ça, c'est une possibilité. Alors il y a des acteurs qui sont connus, hein, on parle de cloud, donc on peut aussi aller vers du Amazon, de l'Azure, pour ne nommer que les plus connus. Mais si je reprends l'exemple de l'email free de Pascal qui est arrivé dans sa boîte Yahoo, effectivement on voit que ça passe quand même, hein, donc c'est pas forcément s'il n'y a pas de 100% non plus, hein, malgré tout, eux aussi sont censés être les plus en avance sur la protection des données, puisque c'est leur travail, entre autres, hein, c'est une partie de leur travail. Donc ça, c'est une possibilité. Si on veut vraiment utiliser le réseau pour externaliser ces données et les mettre sur un support qui sera beaucoup moins accessible, c'est une des possibilités de le faire via UDP, en tout cas, à travers la réplication sur le réseau. Maintenant, tant que la donnée est en ligne, il y a toujours un risque potentiel.
Alors je dirais que la protection ultime, eh ben, on revient toujours à la même chose, c'est la cassette. La cassette ou à la limite un NAS, ça peut être un peu la même chose, un NAS ou un disque qui va être déconnecté et qui va être posé sur une étagère. Donc c'est pour ça que je parle de la cassette, parce qu'en général c'est la cassette LTO pour pas la nommer, c'est ce qui est le plus courant. Mais maintenant, certaines personnes le font avec des devices RDX ou carrément certains font ça avec des NAS. J'ai eu quelques cas. Un NAS c'est un peu plus compliqué, hein. Arrêter du disque fait pour tourner en général. Après, il y a des systèmes qui sont spécifiques pour l'arrêt et leur démarrage, hein, il y a des avantages et des inconvénients avec le disque. La cassette, elle est faite pour ça. Elle est faite pour être transférée sur une étagère. Et donc là, je dirais, le hacker, pour aller accéder à la cassette, s'il est sur une étagère, bah, il faut qu'il y ait un accès physique. Il ne peut plus y avoir d'accès par le réseau. Donc ça, c'est vraiment la protection ultime, à mon sens, contre un cryptolocker ou contre un malware. Donc après, il faut pas perdre de vue que la bande est soi-disant moins fiable que le disque. Bah, une fois qu'elle est sur une étagère, mais il faut quand même qu'elle soit pas mise dans une chaleur extrême, enfin, il faut qu'elle soit à la bonne température, avec la bonne hygrométrie, il ne faut pas qu'il y ait trop de poussière. Si vous voulez restaurer à partir de la cassette, c'est sensiblement plus long que le disque, en général, hein, c'est souvent le cas, parce qu'il faut aller juste au moins aller accéder aux données qui sont à tel endroit de la bande, etc. Et puis bah, déjà, il faut aller chercher la bande physiquement. Mais bon, après, la cassette, c'est le roadmap de la LTO, parce que c'est pour dire quand même que c'est à une époque, il y a une dizaine d'années, certains sur le marché avaient sorti comme slogan la bande est morte, mais en fait non, on peut voir qu'elle est loin d'être morte et puis elle évoluera encore très longtemps. La génération 7 est sortie il y a à peine un an. Vous voyez, la 8, la 9 et la 10, pour le LTO, je parle, est en cours de réalisation, hein. La 8, je ne sais pas quand est-ce qu'elle est prévue, mais si la 7 est sortie il y a un an, je pense qu'elle va être prévue en 2017, voire début 2018. Et vous voyez, les tailles de stockage aussi, ça devient énorme, ce qui veut dire que sur une seule bande, je vais pratiquement pouvoir stocker une grosse partie de l'infrastructure. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est une attaque, c'est se parer à une attaque de malware en étant hors ligne et surtout être capable de stocker sur du long terme. C'est ça qui est intéressant avec la cassette, et ça va être ces deux aspects-là. C'est capable de stocker sur du long terme, ça peut faire une sorte de PRA simplifié, mais c'est pas le but de la présentation d'aujourd'hui. Mais le coût de la bande par rapport à du disque a tout son sens, et surtout le fait qu'elle soit justement pas connectée au réseau, permet d'avoir la garantie d'accéder à ces données si elle est bien stockée et si effectivement elle est bien manipulée aussi. C'est pas extrêmement fragile, mais bon, vous voyez, les mallettes sur la photo sont assez parlantes, hein, c'est bien stocké dans une mallette ici. Donc ça, à mon sens, c'est la protection ultime et contre un malware. Et surtout, c'est une protection qui n'est utilisée qu'en cas de graves problèmes. C'est-à-dire qu'il faut bien voir avec la cassette LTO que si on arrive à ce moment-là, c'est qu'on a tout perdu au préalable. Donc c'est de la rétention qui est longue, puisqu'on va plutôt tabler sur des rétentions un mois, 2 mois ou un an ou des années, hein. Il y a des grandes banques qui stockent sur cassette des données qui ont plus de 10 ans. Après, ça engendre d'autres mécanismes. En fait, pour la plupart d'entre vous, peut-être que c'est pas aussi important, mais bon, sur quelques mois ou quelques années, ça peut être facilement réalisable. Et surtout, elle est donc, comme je disais, hors ligne, inaccessible via le réseau. Et les données, tout ce qu'on a fait au préalable, c'est pas parce qu'on fait de la cassette qu'on ne va pas le faire. On peut très bien avoir effectivement mis son attribut sur le répertoire de sauvegarde en cachet, répliquer ces données sur le cloud ou sur un hébergeur ou sur un autre site, et derrière, pallier à effectivement la perte complète ou on va dire l'accès complet par un cryptolocker à l'infrastructure via des mises sur bande, peut-être pas journalières, mais hebdomadaires, mensuelles. Enfin, après, ça c'est effectivement à définir en fonction des données et du coût, hein, parce que tout ça, c'est un coût aussi. Donc voilà, ce que je le disais, c'est une rétention longue, plus qu'une rétention journalière. Maintenant, moi je vois des clients, pas tous les jours, mais j'en vois quand même assez souvent, où
ça vient aussi de leur historique, mais ils ont une mise sur bande qui se fait tous les jours, parce que ça les rassure de savoir que leurs données ne sont pas sur un seul, dans un seul endroit, et là, elles peuvent, avec une cassette qui est assez facile à transporter et à mettre dans un coffre ou à mettre sur une étagère dans une autre salle ou dans un autre building. Voilà, n'oubliez pas effectivement ce que je disais, une petite slide humoristique pour la fin. Les bandes sont dans le coffre, mais elles ne sont pas forcément bien protégées, donc c'est aussi un support qui est pas très fragile, mais bon, comme il est amovible, ben, il peut être mal stocké. Voilà. Donc, je pense que j'en ai fini avec, voilà. Si vous avez des questions, je vais regarder s'il y a des questions. Je vais aussi vous mettre le slide de fin avec nos coordonnées à Pascal et à moi-même. Alors, si vous avez d'autres contacts chez Archer ou chez WatchGuard, utilisez-les, hein, mais c'est là aujourd'hui, je vous donne les deux personnes qui ont fait la présentation. Donc, ouais, Pascal, vas-y, je te laisse. Pour WatchGuard, vous pouvez utiliser aussi l'email de toute l'équipe, ce qui est plus simple, france@watchguard.com. Et sinon, de toute manière, tous ceux qui sont dans le webinaire, normalement, ont une invitation de ma part. Ils ont mon mail également, donc, pas de souci. Il y a une question qui est sur l'usage raisonnable et ponctuel d'Internet, comment réguler ça avec WatchGuard. C'est une longue question à traiter. On a tout simplement un webinaire qui est sur le sujet. Donc si vous souhaitez le voir ou y participer sur un prochain, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail et je vous transférerai l'invitation au webinaire ou le webinaire enregistré. Ouais, effectivement, nous aussi, on a effectivement des présentations, des webinaires. Il y en a un tous les mercredis matins pour la partie ArcServe. Donc là, j'ai été assez succinct, mais c'est juste pour vous montrer comment on peut répondre à une attaque type CryptoLocker. Il y a énormément plein de choses qu'on peut faire avec la partie UDP. Hein. C'est surtout, ce qui est intéressant, c'est la capacité de redémarrage très très rapide. Bon, voilà, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Mais effectivement, si vous voulez en savoir plus, bah, soit vous me contactez, soit vous vous connectez sur le site d'Arcserve, soit vous vous contactez votre revendeur habituel ou les gens que vous connaissez chez Arcserve, il n'y a aucun souci. Si c'est pas moi qui peux vous répondre, je vous ferai suivre la bonne personne. Une question qui a été posée sur le fait que la sauvegarde pourrait être faite sur un Unity réseau non monté et accédé par UNC. Oui, effectivement, c'est un répertoire, et ce répertoire, il n'est pas forcément local, il peut être sur un share CIFS. Donc il peut très bien aller chercher, le backup peut très bien aller chercher un share CIFS qui n'est pas monté sur le système sur lequel se trouve le serveur de sauvegarde, hein, qu'on appelle RPS. Donc c'est une possibilité, hein, il n'y a aucun souci avec ça. Ça peut même être d'ailleurs, on peut très bien avoir une protection locale et après copier vers un share UNT qui se trouverait éventuellement dans une autre salle ou dans un endroit plus sécurisé en termes de sécurité réseau. Il n'y a pas de problème. Alors, je pense que il y a une question sur les images compromises. La question c'est comment se prémunir des images SVG compromises sur Facebook, Messenger, LinkedIn, etc. sans bloquer l'accès aussi. Là on est toujours sur la même chose, hein, sur la multiplication des technologies. Clairement, les antivirus ne sont pas très, très bons là-dessus. Parmi les technologies que j'ai expliquées, la TDR qui va arriver sera particulièrement intéressante contre ce type de menace. Donc le service TDR qui sort en janvier, puisqu'il est capable de faire à la fois du comportemental local sur les postes, et donc voir ce que fait le programme qui était inclus dans l'image, aussi bien au niveau réseau que comportement sur le poste. Ça c'est une des couches qui pourra le bloquer. La PT bloqueur aussi peut servir pour ce type de menace. Donc on est exactement dans le principe que j'explique du multicouche pour se protéger de ces menaces-là, sans pour autant avoir à bloquer complètement l'accès à ces sites. Et sinon, tu avais une question peut-être sur les... de ton côté. Ouais, je pense que c'est une question pour toi, la bloquer l'extension de fichiers là. Ouais, bloquer les extensions de fichiers, je suis pas super pour. Disons que ça peut être une solution temporaire s'il y a un niveau de menace qui vous semble risqué sur quelques jours, mais c'est compliqué à tenir à jour. Et de toute manière, toujours du même principe, les hackers vont s'en apercevoir qu'à un moment donné, certaines extensions sont bloquées et pas d'autres. Et de toute manière, ils vont modifier les attaques et s'adapter. Je suis pas
ce genre de blocage statique, blacklist, whitelist, quand c'est pas dynamique, pour moi, ça a une efficacité limitée et temporaire. Voilà. Je dis pas que ça a une efficacité nulle, hein, ça peut être utile, mais ça ne suffit pas en soi. En tout cas, ce que je vois, Pascal, c'est, ce que je viens de réaliser, c'est que en fait, la sécurité, tu ne la mets pas qu'en place, faut la vivre au quotidien, quoi. C'est ça. C'est exactement ça. C'est pour ça que c'est important pour des sociétés qui n'ont pas forcément d'administrateurs férus de sécurité, c'est de travailler avec des partenaires qui vont les aider dans ce sens. J'ai coutume de dire, hein, la sécurité en deux parties quand il s'agit de boîtiers UTM. Il y a d'avoir un UTM qui a les bonnes technos et la bonne philosophie, mais il y a aussi d'avoir les bons partenaires qui savent les configurer et accompagner sur le déploiement de ces boîtiers-là. Les deux sont au moins aussi importants l'un que l'autre. C'est vrai que cet aspect-là de vivre au jour le jour, c'est un peu moins vrai dans la sauvegarde, parce qu'en fait, on met le truc en place et en théorie, ça doit tourner. Alors c'est bien en théorie, mais c'est pour ça que je dis en théorie, parce que je vois en plus, nous, on a une version qui va sortir bientôt, qui va permettre de tester les backups, parce que souvent, l'histoire de je fais de la restauration, je fais de la sauvegarde, c'est bien, mais la restauration, c'est mal passé parce que finalement, la sauvegarde, je pensais qu'elle était bonne, mais elle ne l'est pas. Donc effectivement, après nous on a des mécanismes qui vont arriver qui permettent de tester ces sauvegardes en temps réel après chaque backup de manière automatique. C'est vrai que c'est un peu moins vrai dans la partie backup de devoir toujours avoir un œil dessus. Il ne faut pas non plus l'oublier, mais c'est peut-être moins critique en tout cas. Okay. Ouais, cela dit, c'est une des failles, hein, justement, et du fait que des fois les taux de protection sont trop faibles chez certains clients, c'est qu'ils mettent en place des équipements de sécurité et au début le niveau de protection est relativement bon, mais ensuite ils s'en occupent plus pendant des années et ils ne se rendent pas compte que le taux de protection baisse au fur et à mesure parce que les hackers font évoluer leur façon d'attaquer. Donc c'est vraiment essentiel en sécurité. Ouais, je vois qu'il y a un message sur le coût de la solution, effectivement. Alors, tu me diras ce que tu en penses, Pascal, mais moi j'ai toujours le principe, il y a des compromis à faire, malheureusement, en fonction des coûts. Tout le monde n'a pas les moyens d'avoir une protection ultra évoluée. Hein. Enfin, ultra évoluée. On en fait avec les moyens du bord, hein, avec ce qu'on a, et effectivement, après, c'est des compromis. C'est-à-dire que est-ce qu'on va, on parle de backup là, hein, est-ce qu'on va privilégier plusieurs copies par exemple, ou est-ce que c'est toujours difficile, hein, mais c'est aussi, malheureusement, c'est notre métier, quoi. C'est capable d'offrir la meilleure chose au meilleur prix, quoi. Je te laisserai Côté WatchGuard, c'est pas tout à fait le cas parce que WatchGuard, on vend beaucoup à de la PME, donc on a vraiment des offres qui sont abordables. Donc, je faisais un petit calcul l'autre jour, quelqu'un qui me disait mais la PT Blocker, c'est cher. En fait, ça correspond à moins de 1 euro par utilisateur protégé par mois. C'est pas si cher que ça au final quand on voit ce qu'il y a à protéger. Donc pour relativiser, et quand on fait le calcul, on se rend compte que non, en fait, la sécurité, c'est pas un coût, c'est au contraire, on va gagner de l'argent à se protéger par rapport aux menaces qu'on peut se prendre. Oui, après de toute façon c'est toujours par rapport à la menace, et puis le coût de non-redémarrage, c'est pas toujours facile à faire comprendre, ça je veux bien le croire. Pour la partie Arcsource, on n'est pas forcément non plus dans des gammes de prix importantes, mais nous on engendre des coûts hardware, on engendre des coûts de liaison aussi, après des coûts de gestion, qui fait que effectivement ça peut monter un peu la note, qui ne sera pas forcément extrêmement important, mais pour une petite entreprise ça peut être important, et effectivement tout ça est à prendre en compte. Mais bon, effectivement, derrière, c'est toujours pareil. J'en rencontre souvent, hein, donc je sais d'où vient la question et pourquoi. Effectivement, c'est pas facile. Et c'est pas facile, mais le jour où il y a un incident, j'avais vu un article d'un journal, je pense que c'était Le Monde Informatique ou je ne sais pas quoi, je ne sais plus quel journal spécialisé quand même un peu dans l'informatique, qui disait qu'il y avait énormément d'entreprises de TPE, de PME françaises qui étaient infectées par les malwares, par les cryptolockers de plus en plus, et que pour certains, ils payaient parce que sinon c'était la clé sous la porte, quoi. Donc
Bien c'était sûr. pas 600 euros, hein, les paiements que j'ai vus. Non, il y a même un 1000 hôpital dans euros, le sud de la France qui a payé 15 000 euros pour récupérer ses données. C'était des données de santé, elles n'avaient pas les backups comme il faut, voilà, ils ont été obligés, quoi. Donc En plus, oui, dans ce que tu, je crois que tu l'as pas dit parce que j'ai suivi tout ce que tu disais, mais genre ce que j'avais, ce dont on avait discuté, c'est avec Florian notamment en plus, c'est que payer pour récupérer ces données, c'est pas forcément un gage de récupérer toutes les données. Déjà, on n'est pas pas sûr forcément, non. que la clé Non, marche. non, pas forcément. Et en Il n'y plus, a pas de 100% non plus. bah, parce que j'ai compris, c'est pas parce que tu récupères une clé que ça décrypte tes fichiers que tu as 100% des fichiers décryptés, quoi. Non, 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 Enfin, des fois c'est juste par salaire parce que, bah, une fois de plus, hein, les programmes donnés par les hackers, c'est du code, il y a du bon code, il y a du mauvais code. Si le code n'est pas bon, effectivement, il ne va pas forcément tout récupérer, ou dans le transfert, il y a pu avoir des corruptions. Donc effectivement, il y a des clients qui m'ont dit qu'ils ont payé et qui n'ont récupéré que 90% de leurs données sur le lot, voire des gens qui ont payé et qui n'ont rien récupéré. Il y a plein de choses comme ça, c'est c'est pas le cas, sûr. ouais. Mais ouais, c'est pas parce qu'on paye que c'est bon, quoi. C'est ça qu'il faut Non, mettre c'est à sûr. jour. C'est sûr, Il y a une question en fait qui s'adresse à moi. Effectivement, est-ce qu'un share CIFS avec des droits NTFS stricts sur les repositories, donc c'est les RPS, enfin les data stores en tout cas, peut suffire pour répliquer les sauvegardes sur un site distant de façon sécurisée contre un cryptolocker? Je dirais, c'est mieux que rien. Pascal, tu ajouteras si tu as besoin, mais pour moi c'est mieux que rien, mais je dirais, je vais reprendre ce que tu disais, et c'est vrai pour plein de choses, c'est vrai pour les réseaux Wi-Fi notamment, parce que je me suis amusé à une époque à en craquer quelques-uns. Le plus sécurisé quand on est le plus sécurisé des voisins, c'est là où on a le moins de chances de se faire attaquer. Je dirais que c'est plutôt comme ça, mais il y a toujours un risque. À partir du moment où on est connecté, moi je vois qu'il n'y a pas 100%, de toute façon, il y a toujours meilleur que soi en plus, il y a toujours des gens qui sont très malins. Et les hackers, je pense qu'on est dans le haut du pavé, là, au niveau du degré de magnitude. Donc, je pense que oui, c'est mieux. Le plus on protège, le mieux c'est. Donc, si on met des droits stricts, et effectivement, et comme je disais, hein, si on fait de la protection en local, dans l'infrastructure de production et en a un serveur de backup qui a ses données sur son espace de backup, son repository, c'est très bien. Mais si ces données-là, on les réplique vers un autre endroit, je parle d'un autre endroit LAN, hein, un autre LAN qui est beaucoup plus sécurisé parce qu'il n'a pas besoin d'avoir l'accès des utilisateurs. Là, Pascal, je te laisse parler, enfin, je parle sous ton contrôle, parce que je pense que la sécurité, dans ce que moi je connais en tout cas, c'est plus on monte le niveau de sécurité, plus les utilisateurs ont des difficultés à travailler. Alors, c'est pas des difficultés le terme, mais effectivement, plus il y a des choses à faire. Ouais, ce que j'appelle les contraintes de production. Quand la sécurité impose trop de contraintes de production, je veux dire, c'est aussi une perte financière. Donc, la sécurité, c'est de monter le taux de protection au maximum de ce qui fait que la production, la productivité des utilisateurs n'est pas impactée. Quand il commence à y avoir un impact, il faut jauger cet impact, et il y a un stade où il faut arrêter parce que c'est plus rentable. Donc on pourrait très bien envisager une infra avec un certain niveau de sécurité, et puis un endroit protégé, enfin un endroit accessible par le réseau, mais qui est protégé de manière différente avec des niveaux de sécurité beaucoup plus importants parce que c'est juste un repository de données de backup par exemple. Ça c'est envisageable, je pense, en termes de sécurité. C'est envisageable, mais une fois de plus, c'est pas non plus du 100% parce que récupérer des droits supérieurs, c'est la base du hacker, hein. C'est ce qu'il cherche à faire, hein, toujours. Donc c'est pas non plus la panacée. C'est un peu différent, mais c'est une autre histoire dans la sécurité. J'avais suivi une formation chez Brocade, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est les leaders du réseau Fiber Channel de stockage, sur les intrusions. Et en fait, ils expliquaient les différentes façons de pirater un réseau SAN. Alors il y a la chose très simple, c'est de brancher sur la fibre avec un adaptateur et récupérer tous les liens, tout ce qui passe, toutes les trames. Et là, c'est indolore. Personne ne le sait, mais il faut quand même accéder à la salle machine. Et en fait, le but de ce que je veux vous dire, c'est que ce qu'avait dit le formateur, qui était l'expert de sécurité de Brocade à l'époque, c'est que il y a beaucoup d'attaques aussi, enfin, il y a beaucoup de récupération de données qui se font par des manières très simples, c'est-à-dire par un accès physique. Donc, il n'y a pas de 100%. Le réseau, c'est une méthode. Et effectivement, il y a des data centers qui sont sécurisés, Oui. des vrais bunkers. Il y a le physique, il y a les accès Wi-Fi, même des hackers
qui passent à côté de leur cible et qui mettent des faux SSID Wi-Fi pour récupérer de la donnée. Hein. Donc, c'est clair que là-dessus, l'inventivité des hackers m'étonnera toujours. C'est clair. Et je finirai juste par rapport à ça, parce que j'ai parlé beaucoup de la bande, qui est effectivement une vraie, qui est une vraie alternative pour moi, parce que c'est pas connecté au réseau, donc le hacker, s'il se connecte par le réseau, il ne peut pas y accéder. Mais j'ai le cas d'un très grand, pas mon client aujourd'hui, mais c'est un client de mon ancienne entreprise, qui faisait effectivement des sauvegardes et qui faisait des sauvegardes sur bande et qui était transporté par un transporteur c'était dans un coffre. Et il m'a dit quand même que le transporteur elle perdait des bandes des fois, quoi. Donc il fallait les crypter aussi, quoi. Voilà. Bon, il n'y a jamais, voilà, rien n'est parfait. Très bien. Alors, est-ce que certains CryptoLockers se cachent maintenant dans des Troyens pour se déployer sur un LAN et un petit passer les droits de compte des machines oui, très clairement. Oui. Pascal, il y a une question qui est passée. Quel est le bon réflexe en cas d'infection pour le client? Je pense que débrancher le réseau. Enfin, isoler la machine déjà, oui. Isoler la machine. J'ai un client qui m'a raconté qu'il s'est pris un CryptoLocker et qu'il a appelé son partenaire parce qu'il ne savait pas quoi faire. Et son partenaire lui a dit surtout laisser la machine pour qu'on puisse y accéder à distance et voir ce qui se passe dessus. Ça a été un carnage. Ça a été un gros carnage parce qu'effectivement la machine a continué à chiffrer, s'est propagée et là l'infection s'est propagée. Donc oui, le premier réflexe c'est isoler la machine, voire même de l'éteindre si vous ne savez pas quoi faire par la suite et attendre qu'ensuite quelqu'un qui s'y connaisse un petit peu vienne vous aider. Mais clairement c'est couper l'infection, débrancher le câble physiquement et couper. Et surtout, l'autre réflexe aussi, c'est de regarder si, parce que bien souvent, en fait, on a le nez sur là où ça se passe, et on ne se rend pas compte que c'est peut-être en train de se passer aussi à côté, mais en la phase d'avant. Donc, aussi en profiter pour vous dire que, tiens, s'il y a une machine sur laquelle c'est en train de se passer, bien vérifier les autres, que ça ne se soit pas déjà propagé, pour les isoler également. Ça, c'est vraiment la chose importante. Déterminer la machine source. Comment déterminer la machine source? Avec des outils de visibilité corrects, tout simplement. Si vous n'avez pas de visibilité, ça s'appelle du petit bonheur la chance, comme on dit chez moi. Moi, quand on laisse faire le hasard en sécurité, en général, on se prend. Donc mettez des outils de visibilité qui vous permettent justement de voir par où c'est passé, où était la faille, et pouvoir remonter, isoler la bonne machine, les bonnes machines qui sont infectées. Mais sans outil de visibilité, c'est compliqué. Ou alors faut avoir le don d'ubiquité pour être sur toutes les machines à la fois, c'est un peu tendu. Je crois qu'il n'y a plus de questions. Je pense qu'on a épuisé. On n'a jamais épuisé le sujet, je pense, mais voilà, sur ce webinaire, je pense que j'ai pas mal fait le tour. En tout cas, je te remercie de cette invitation. Par email. Pardon, excuse-moi. Non, pas de souci, je voulais juste te remercier de l'invitation pour qu'on puisse faire ces explications aux clients et que justement on puisse un peu démystifier tout ça et pour que les bonnes solutions soient apportées par la suite. Donc merci beaucoup. Merci à toi aussi, merci à WildGuard aussi, c'est toujours intéressant. CryptoLocker, on entend parler. J'ai appris beaucoup de choses et c'était très intéressant. Merci à toi. Donc, merci à tout le monde d'avoir été présent en tout cas, et puis on vous souhaite une bonne journée. Juste un petit info, Pascal, le webinaire tu l'as enregistré, donc il sera disponible aussi pour ceux qui n'ont peut-être pas eu le temps de voir le début ou n'ont pas vu la fin, enfin voilà, qui veulent le revoir. Voilà, il sera accessible chez WatchGuard et chez ArcServe.